Cette histoire est celle d'un bâtiment parisien niché sur l'une des plus belles places du monde, la place de la Concorde. Des millions de personnes passent sur cette place chaque jour sans savoir que l'hôtel de la Marine, le bâtiment de droite, est un joyau de l'Ancien Régime au cœur de l'histoire de France depuis 250 ans. Tout commence en 1748. Ce terrain marécageux, situé en dehors de la capitale et livré au hasard des débordements de la Seine, va bouleverser l'urbanisme parisien et devenir la plus importante création du siècle des Lumières. La place Louis XV et ses deux bâtiments jumeaux, conçus comme des palais hors normes. Celui de droite est destiné aux garde-meubles de la couronne. Très vite, il devient le premier musée français. Après la Révolution française, la guillotine remplace la statue du roi. Et ses portes se ferment définitivement au public. Dès lors, et pendant 2 siècles, il abrite le siège du ministère de la Marine et des Colonies. Il aurait pu disparaître à de nombreuses reprises, sous la Commune ou lors des guerres mondiales, mais il est resté debout. Aujourd'hui, ce bâtiment est en passe de redevenir un haut lieu de l'excellence à la française. Un pharaonique projet de rénovation démarre. Ce pourrait être un projet parmi d'autres, qui consisterait en un réaménagement moderne du bâtiment et en la restauration des éléments existants. Mais il s'agit de bien plus que cela. On a pris des partis qui vont peut-être d'ailleurs surprendre les visiteurs parce qu'ils sont complètement différents de ce qu'on fait habituellement dans les châteaux, même dans les grandes résidences royales comme Versailles ou Fontainebleau. Et ça se traduit par exemple par la recherche des peintures d'origine, par le long et laborieux décapage de toutes les couches de peinture qui se sont succédées, et par le recours aux tissus anciens. Cette démarche est inédite et unique au monde. Avec une infinie minutie, des artisans d'art spécialisés dans la restauration du patrimoine vont tenter de découvrir millimètre par millimètre si les authentiques décors du XVIIIe siècle se cachent encore sous les couches de peinture que l'histoire a déposées au fil du temps. Et on se trouve aujourd'hui dans un lieu où 70% à peu près des dispositions du XVIIIe siècle sont encore en place, que ce soit la distribution, c'est-à-dire la répartition des pièces, c'est-à-dire la composition d'un grand appartement d'apparat d'un grand fonctionnaire de l'administration royale, ce qui est très rare, les décors qui vont avec, tout est encore en place. Et si vous faites le parallèle avec le château de Versailles, qui est quand même la grande référence à laquelle tout le monde pense, il nous reste environ 30 à 40% d'éléments de l'Ancien Régime. L'hôtel de la Marine, c'est un cas extrêmement rare, quasi unique, et c'est à partir de ça que ça en fait un élément merveilleux. Toute la splendeur des décors du siècle des Lumières est quasi intacte sur les murs de ce bâtiment et ne demande qu'à être révélée. L'idée, c'est véritablement d'essayer de restituer justement ce qu'était l'ambiance de ces pièces. C'est non seulement un décor que l'on veut restituer, mais c'est toute une époque. Les murs de l'hôtel de la Marine sont les témoins silencieux du XVIIIe siècle et ils nous invitent à un véritable voyage dans le temps. En 1748, le roi Louis XV souhaite une toute nouvelle place royale pour la statue équestre à son effigie. Il la veut bien plus monumentale que celle érigée par son grand-père Louis XIV sur la place Vendôme. Il s'agit de marquer son règne.
Il lance donc un concours architectural qui signe l'acte de naissance de la place Louis XV. L'idée est de faire cette place sur l'ouest de la ville, puisque c'est l'axe vers Versailles. Justement, il y a aussi une dimension symbolique dans le positionnement. Et donc, de nombreux projets vont être proposés. Aucun ne va donner vraiment satisfaction. Il est décidé de confier à Jacques-Ange Gabriel, qui est le premier architecte du roi, c'est-à-dire l'architecte qui réalise les bâtiments pour le roi. Et donc, il va être chargé de synthétiser toutes les idées qui ont été proposées. Et c'est comme ça que ça va aboutir au grand projet de la place Louis XV, qui pour lui, en fait, est très compliqué parce que c'est du vide autour. On a la forêt d'un côté, les Champs-Élysées, la Seine de l'autre. Donc, son idée, c'est d'ouvrir un axe central dans le fond duquel on trouverait en perspective une église, la Madeleine, mais qui n'est pas du tout la Madeleine qu'on connaît aujourd'hui. On va commencer d'abord par construire en 1758 les deux façades, et il n'y a rien derrière. Ça veut dire qu'on a des façades, et au travers des baies, parce qu'il n'y a pas de fenêtres proprement dites, au travers des baies, on voit le ciel, les herbes doivent pousser, les oiseaux nicher sur ces morceaux qui sont en fait comme des grands décors de théâtre. Ce bâtiment est le dernier construit à Paris sous la royauté. Il porte l'aboutissement des ordres classiques, de la symétrie, de l'axialité et de la centralité, et demeure un vibrant hommage à l'art de bâtir au siècle des Lumières. En 1758, seule la statue et les façades jumelles ornent la place. Le roi, propriétaire de toutes les parcelles, décide de vendre le bâtiment de gauche à des particuliers et de faire de celui de droite le garde-meuble de la couronne. Il s'agit de l'administration chargée de la gestion du mobilier et des objets d'art destinés à l'ornement des demeures royales. Gabriel pense son architecture pour faciliter son organisation. Immenses escaliers, entrepôts, ateliers, logements pour le personnel et appartements d'apparat pour l'intendant qui a la charge de l'administration. En 1767, le garde-meuble est en fonction. Dès lors, les transits de meubles et de tapisseries entre les demeures royales du pays et le garde-meuble sont incessants. La fine fleur des artisans français en ébénisterie, marqueterie ou travail du bronze œuvre ici. Le garde-meuble abrite également les joyaux de la couronne et tous les cadeaux offerts à la France par les plus grandes puissances du monde. Seuls quelques ambassadeurs étrangers peuvent venir ici admirer ces trésors. La place, encore en travaux, est rapidement un lieu de promenade très prisé par tous les Parisiens. La statue royale de Louis XV n'est plus qu'un détail architectural. Le peuple ne voit déjà plus son roi comme le bien-aimé, mais plutôt comme un souverain libertin, à qui l'on attribue tous les maux. Louis XV va avoir la volonté, et d'ailleurs en grande partie conseillé par sa dernière favorite, la comtesse du Paris, d'organiser des fêtes somptueuses, grandioses, monumentales pour le mariage de son petit-fils. Très clairement, il s'agit de faire montre de dépenses, d'un luxe absolument inouï, entre autres parce que les caisses de l'État sont vides. Et Versailles fête évidemment les noces princières, mais Paris aussi va les fêter. Et ce sera justement sur la nouvelle place Louis XV que l'essentiel des festivités du mariage vont avoir lieu. Elles sont très populaires parce que dans toutes les rues de Paris, on va dans les fontaines y faire couler du vin. On va distribuer dans des banquets publics des victuailles, du pain, de la viande. On a vraiment l'idée de faire participer les Parisiens à ces réjouissances princières. En mai 1770, la place Louis XV, malgré ses travaux, est choisie pour devenir le centre des réjouissances princières dans la capitale. Les Parisiens vivent dans une ville bruyante, sale, tortueuse et engorgée. La misère est à son comble.
25 millions de Français entretiennent par leur travail une petite minorité de privilégiés. Tous les sujets, des plus humbles aux plus fortunés, veulent venir profiter de cette grande fête populaire prévue pour durer 2 jours. La foule s'impatiente de découvrir le visage de la future reine. Les premiers feux sont accueillis par les hurrahs de la foule. Paris est en liesse. Mais la fête n'a pas plus tôt commencé que la réserve de fusées s'enflamme. Dans un mouvement de panique, les Parisiens veulent s'échapper mais sont pris au piège. Pas d'issue. Sous les colonnades du garde-meuble, des centaines de personnes périssent. Certains se noient dans la Seine, d'autres sont piétinés dans la rue Royale totalement encombrée. La place est inaugurée dans le sang. Ça a été un premier loupé dans la mécanique du pouvoir et de l'intronisation du nouveau couple régnant. Et évidemment, on a très souvent interprété ça comme un présage de ce règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui serait émaillé de difficultés jusqu'à la catastrophe finale. La chambre préparée pour Marie-Antoinette restera vide. Et nulle reine ne saluera les Parisiens depuis le garde-meuble. À compter de ce tragique jour de mai 1770, ce bâtiment devient un balcon sur l'histoire de France. Et sa place, le théâtre des plus grands événements français. On est dans un emplacement exceptionnel. On est au bord de ce qui est probablement la plus belle place de Paris en termes d'urbanisme. On est auprès de la perspective urbaine qui, du Louvre à l'Étoile et même à la Défense, est considérée comme la plus belle perspective urbaine au monde. On a donc la chance que dans ce lieu, beaucoup d'éléments renvoient précisément à ces valeurs de l'excellence et du prestige de la France. Le projet de rénovation de l'hôtel de la Marine porte ces valeurs de l'excellence à la française. Les meilleurs ouvriers, artisans et artistes de France arpentent les 12 000 mètres carrés de l'hôtel pour remettre tout son faste en lumière. Plus de 60 corps de métiers différents travaillent de concert. Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections, coordonne la renaissance de ce bâtiment hors norme. Elle travaille à retrouver ses décors et agencements d'origine et remet en lumière boiseries, lustres, tableaux, tapisseries et mobilier. Elle dirige une équipe atypique. On a fait appel à des décorateurs qui ont l'habitude d'aménager des maisons, des appartements, des lieux de vie. Ils sont extrêmement amoureux de cette époque, je crois que le mot n'est pas trop fort, qu'ils ont un goût très sûr. Et ça, effectivement, c'est très nouveau, c'est la première fois qu'on le fait. Joseph Achcar et Michel Charrière travaillent depuis 34 ans à restaurer des hôtels particuliers et des palais privés partout dans le monde. La restitution de l'authenticité de chaque bâtiment est leur credo. On a essayé de persuader Philippe Bellaval qu'il fallait récupérer les couleurs d'origine, ce qui donne une vibration, une poésie, une authenticité à la pièce qu'elle n'aurait pas eue si on avait repeint simplement par-dessus les différentes couches, si on avait repeint à l'identique. Ce n'était pas comparable. La chose très importante, c'est de retrouver l'âme des lieux, donner l'impression que la vie ne s'est pas arrêtée dans le bâtiment, qu'elle a continué depuis le XVIIIe siècle et que c'est pratiquement une maison de famille. L'hôtel de la Marine, nous espérons, ce sera notre message de poésie pour le monde à venir.
Les décors qui commencent à être minutieusement dévoilés portent tous la marque d'un homme avant-gardiste et d'un goût très sûr. Pierre-Élisabeth de Fontagneux, intendant du garde-meuble de la Couronne. À partir de 1772, il a la responsabilité de tout superviser. Les transits, les réparations autant que les créations de nouveaux mobiliers. Il dispose pour ce faire d'un des plus grands budgets de la Couronne. Fontagneux, c'est l'héritier d'une dynastie, en fait, une dynastie d'intendants du garde-meuble. C'est un grand financier, c'est une famille aisée, proche de la cour, et c'est un homme curieux, assez génial, parce que tout simplement vivant aussi dans une forme d'excès de luxe. Ce qu'on a beaucoup reproché à Fontagneux, c'est qu'il représentait tous ces excès de la monarchie. Lui-même avait des goûts aussi extravagants que ceux de la Couronne. On a souvent dit que son propre mobilier était plus luxueux encore que ce qu'on pouvait trouver dans les résidences royales. Mais c'était une façon de tester, de trouver les plus belles choses pour ensuite en faire profiter le roi et la reine, et puis leur famille. Pierre-Élisabeth de Fontagneux ne regarde pas à la dépense. Il commande des moulures, parquets, dessus de porte ou cheminées des plus somptueux. C'est un homme qui oriente les goûts de la cour et va soutenir l'artisanat de luxe dans la capitale. Il est visionnaire et sait dénicher les plus grands talents. Il devine chez Jean-Henri Rissner un ébéniste hors pair, auquel il passe de nombreuses commandes. Il réalise plus de 700 meubles en 10 ans pour les besoins de la cour et de l'intendant. Cet artisan est aujourd'hui encore l'un des plus grands ébénistes de l'histoire des arts décoratifs. Pierre-Élisabeth de Fontagneux est tenu de consigner tous les objets qui transitent par le garde-meuble dans des inventaires. Ce sont des registres d'une précision inouïe qui détaillent du plus petit bougeoir au décor de la plus fastueuse des pièces. Ces inventaires constituent un témoignage vivant de la vie au XVIIIe siècle. La première chose, il a fallu lire la totalité des inventaires, qui nous a permis de bien comprendre le bâtiment. Et à travers ces inventaires, c'est très intéressant parce qu'on arrive aussi à comprendre la vie des intendants dans les lieux. Donc ça a été plutôt passionnant parce qu'il y avait 900 pages d'inventaire. Donc ça nous a permis d'abord de bien comprendre le bâtiment et ensuite de pouvoir déterminer le fonctionnement des pièces, la façon dont on vivait à l'intérieur de ce bâtiment. Nous avons les moindres détails et ça, quand même, quand vous restaurez un bâtiment ancien, c'est d'un secours extraordinaire. L'inventaire de 1775 de Pierre-Élisabeth de Fontagneux décrit minutieusement chaque meuble. Un fauteuil de bureau, les accoudoirs garnis en plein, les fonds et dossiers garnis à nervures et épaisseur, couverts de maroquin vert, les nervures en maroquin clouées de clous dorés touchants, le bois sculpté à moulure, avec un entrelac autour du dossier, un ruban autour du siège peint en blanc verni doré, de 40 pouces de hauteur de dossier, 17 pouces de hauteur de siège, destiné au cabinet particulier et l'entresol au-dessus. Bon, peut-être pour l'entresol, non? Oui, mais même dans les passages. On le garde aussi? Oui, on le garde aussi. C'est lequel, celui-là? Pour retrouver les mobiliers et objets du XVIIIe siècle, les réserves du mobilier national constituent le premier passage obligé. Cet établissement public conserve environ 200 000 pièces d'exception destinées à l'ameublement des résidences présidentielles et des palais officiels. Il est le descendant direct du garde-meuble royal. Certains objets correspondant aux inventaires pourraient se trouver ici. Ah ouais, non mais il est estampillé, puis ça nous fait un beau bureau, par exemple, pour le cabinet de travail. On va quand même regarder, si ça vous ennuie pas, on va regarder les tiroirs. On va faire le tour. Ouais. Est-ce que les tiroirs, on est du côté ouvrant? Bon, alors là, absolument aucun problème. Et aucun doute. Les bronzes. Regarde la qualité des bronzes. Les bronzes sont superbes. C'est magnifique. Non mais là, en plus, il est beau, il a une grande taille. Il a une jolie taille. Celui-ci, il est super. Ouais. Il y a le même vernis ou je n'ai pas l'impression? Non, si, il y a le même vernis. Alors il faudra faire quelque chose parce que le vernis est un peu dur. La quête nécessaire à la renaissance du bâtiment est un long voyage. Le quartier des antiquaires à Paris est leur lieu de prédilection pour dénicher des équivalences aux objets qu'ils ne trouvent pas dans les réserves nationales. Leur exigence nécessite une implication
et un investissement au long cours. On repasse voir notre... Non, on va pas y repasser encore une troisième fois. Voir notre fontaine. Ici, on peut aller voir la fontaine, vous avez raison. Delphine, venez voir de près la qualité des... Regardez tout, regardez les expressions du visage, regardez ça, regardez de profil. On la pose comme ça. Il faut la poser comme ça. Dans ce que nous allons faire, simplement aussi pour finir de convaincre tout le monde, c'est de la présenter. Il faudrait les débloquer parce que là, on sera jamais à l'heure. De très nombreux objets et mobiliers ont été éparpillés au fil du temps. Aujourd'hui, l'équipe en charge de la restauration du bâtiment mesure la solennité du moment. Une fontaine quasi conforme à celle qu'avait commandée Fontanieu en 1778 est de retour dans les appartements d'Apparat. Elle est très bien décrite dans les inventaires, on est sûr qu'il y avait une fontaine. Bon, moi je crois qu'elle est pour nous. On va avoir des difficultés. Trouver mieux. Où est-ce que tu veux qu'on trouve mieux? Les visiteurs faisaient ici antichambre et pouvaient se rafraîchir avant leur rendez-vous avec Pierre-Élisabeth de Fontanieu. Cet intendant fait bénéficier le garde-meuble de toutes les innovations et de tout le luxe possible. En outre, il ne cesse d'embellir les lieux grâce à ses talents personnels. La passion de Fontanieu, c'est de faire de fausses pierres précieuses. Il a des laboratoires dans lesquels il va fabriquer des fausses pierres précieuses absolument extraordinaires, puisqu'il va même fabriquer une petite table qu'il offre à la reine. Et dans son cabinet des glaces, qui est un lieu absolument incroyable, on est hors du temps, où se mélange l'or, le reflet des glaces. Fontanieu, il crée pour éclairer cette pièce une girandole, c'est-à-dire un élément qui vient porter des bougies avec des cristaux. C'est le seul élément qui éclaire la pièce, mais tous les cristaux sont faits avec de fausses pierres précieuses. Donc des rubis, des saphirs. Donc ça veut dire que chaque cristal a une couleur d'une pierre précieuse. Ça veut dire également que le reflet de la lumière sur ce cristal, le tout renvoyé sur les glaces, renvoie un miroitement multicolore à l'intérieur de la pièce. On voit tout de suite l'esprit que Fontanieu cherchait dans ce lieu. Dans ces hôtels particuliers parisiens, on va retrouver vraiment cette volonté d'avoir des espaces d'intimité, des espaces pour soi. C'est aussi pour ça que très souvent on dit que le XVIIIe est profondément libertin, ce qui est en grande partie exact. Mais quelle forme de libertinage? Le mot-clé du XVIIIe, c'est la liberté. Et cette liberté passe aussi évidemment par cet affranchissement sexuel. Être libertin, ce n'est pas forcément seulement être dans une transgression et être dans une surenchère sexuelle, loin de là. La plupart des libertins revendiquent simplement des temps de liberté qui passent aussi par l'expression d'une sexualité beaucoup plus libre. Pierre-Élisabeth de Fontanieu vit pleinement cette époque, tout entière dédiée à la libération du corps et de l'esprit. Célibataire, il est très attaché à sa liberté d'aimer et de vivre autrement. C'est résolument un homme de son temps qui écoute Paris bruisser des idées nouvelles. Il est membre de l'Académie des sciences et s'intéresse à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui rassemble l'ensemble des connaissances humaines de l'époque. Les encyclopédistes souhaitent sortir le peuple de l'ignorance par une diffusion très large du savoir. Il s'inspire également des philosophes qui remettent en cause un système archaïque et prônent le discernement et la libre expression. Et c'est en homme des Lumières qu'en 1777, il parvient à convaincre le roi d'ouvrir le bâtiment au public pour y présenter les collections royales. Le Louvre n'ouvrira les siennes que 15 ans plus tard. Le garde-meuble a été le premier musée d'art décoratif en France, puisque une des idées les plus novatrices de ce lieu, c'était d'y inclure des galeries ouvertes au public, un mardi par mois, de très grandes galeries, puisque ce sont les espaces les plus nobles, les grandes salles sur la place Louis XV,
qui sont organisées avec différentes sections, les armes pour commencer, et puis une salle des bijoux, des objets précieux. Donc il y a cette idée de montrer la diversité des créations de l'art français. On a tout le registre finalement d'une collection d'art décoratif. Pierre-Élisabeth de Fontagneux change totalement l'approche du garde-meuble royal pour en faire un lieu unique, qui est à la fois un lieu de conservation, d'entretien et de création, et un lieu ouvert au public pour la première fois de son histoire. On dirait aujourd'hui, c'est le showroom du savoir-faire français. Le garde-meuble est l'une des premières curiosités que les étrangers et les amateurs viennent visiter gratuitement à Paris. Si Pierre-Élisabeth de Fontagneux est sensible aux attentes du public, il souhaite également renforcer son intimité et s'extraire des codes d'une société beaucoup trop ritualisée à son goût. Il cherche alors le moyen de s'affranchir de ses domestiques pour organiser à l'entresol ses dîners très privés. Il ose faire aménager une salle comportant une table volante si coûteuse que même le roi de France y renonce. C'est une pièce dans laquelle vous avez une table dont la partie centrale s'escamotait, descendait dans les cuisines qui sont en dessous. Et puis en cuisine, on chargeait le plateau central qui remontait. Et donc les différents convives étaient autour d'une table et émergeait au milieu d'eux l'ensemble des plats qu'ils allaient déguster ensuite. Donc ça permettait de créer un lieu très intime où on pouvait avoir des conversations discrètes, mais là, à l'hôtel de la Marine, dans un cadre absolument enchanteur, puisqu'on a un texte des années 1797 qui nous décrit la pièce. On comprend que l'on dîne dans un jardin, puisque autour des murs étaient peints des fausses balustrades en pierre, comme si vous étiez sur une terrasse ou à l'intérieur d'un bosquet. Vous aviez des paysages, des oiseaux, des fleurs, des végétaux. Le plafond était un ciel avec des effets de nuages, dans une pièce qui est très petite, qui peut recevoir peut-être 4, 5, 6 convives, grand maximum. Les artistes qui rénovent les pièces aujourd'hui mettent en lumière les traces de l'illustre passé de ce bâtiment. Certaines découvertes datent du XIXe siècle, comme ce papier peint japonisant, en droite ligne avec ce que voulait Fontagneux. D'autres sont authentiques, comme ces balustrades peintes en partie basse. Les lacunes sont complétées par des restaurateurs d'art. Alors là, on comprend toute la composition. On voit quelques fantômes là, de verre. Là. On fait des découvertes formidables. Et puis on a l'impression de faire de l'archéologie pratiquement. On en fait, on fait un petit peu d'archéologie. Ouais. Comment allez-vous? Voilà. Non, ça c'est formidable. Alors vous continuez à en trouver partout? Tout est en place avec les bouquets de fleurs. Extraordinaire. 2 bouquets identiques. Donc on retrouve bien le treillage, le motif de treillage de fleurs qu'on avait là-bas. Et là, on est dans les vernis Martin pratiquement. C'est exactement ça, là. On est dans une préciosité inouïe. Inouïe. Certaines des pièces du bâtiment sont encore recouvertes du fameux vernis Martin, mis au point à Paris au milieu du XVIIIe siècle pour imiter les laques de Chine et du Japon. Dans une pièce qui a retrouvé ses couleurs d'origine, vous avez les rides du temps, vous avez la patine qui s'est installée, et tout ça a un charme inouï. Il y a des fissures qui sont nobles et qu'on va conserver, et d'autres fissures peut-être que nous allons restaurer. C'est l'œil qui vous dicte ce genre de restauration à faire. Les murs dévoilent peu à peu tous leurs secrets. Il faut en parallèle révéler tout ce qui faisait le décor. Au-delà des meubles, il faut retrouver tous les tissus, le mobilier d'étoffe qui habillait richement les pièces du garde-meuble. Quand les fils et la soie se mêlaient, c'est toute une riche brocatelle qui illuminait les appartements. Celle de Venise était la plus célèbre, et qui sait, peut-être que les décorateurs voguant sur le Grand Canal avancent sur les traces de Fontagneux.
Venise était la capitale de la mode au XVIIIe siècle. Les plus beaux velours, damas, soie ou brocart rehaussés d'or et d'argent y étaient tissés. Inlassablement, Joseph Achcar et Michel Charrière poursuivent leur quête et s'émerveillent de ces grandes maisons de tissage qui perpétuent les techniques anciennes sur la lagune. Pour ce qui est des tissus, on a toujours l'œil aux aguets, on a toujours le regard très aiguisé pour essayer de retrouver chez les marchands, chez les antiquaires, dans les ventes publiques, où que ce soit, un textile du XVIIIe. Quand Venise ne leur apporte pas tout ce qu'ils cherchent, ils se dirigent naturellement vers Lyon. Le savoir-faire des soyeux lyonnais est reconnu depuis le XVe siècle. Et on peut y dénicher quelques merveilles qui correspondent à celles décrites dans les inventaires du garde-meuble. Donc là, lorsque nous sommes parlé avec Madame Chady, donc on a repointé un petit peu encore tout ce que nous cherchions. Du coup, l'antichambre, il nous faut du velours vert, donc là, à chercher. La salle à manger, je pense qu'on en a assez. Parce qu'on en a plus qu'il en faut. Oui. On en a assez pour le cabinet doré, je pense, et l'alcôve à vérifier pour l'alcôve de Fontagneux. On en a assez, oui. Est-ce que vous avez pensé au lit? Parce que le lit est étendu du même damas rouge. Donc on n'en a pas assez. Oui, on va pas en avoir assez. Donc il faut qu'on en trouve encore. Du damas rouge. Oui, parce que le lit... Marquez ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a quoi? Ah, c'est la surprise. Vous connaissez Madame Chady? Surprise du chef. Allez. Toujours à l'affût des ventes d'objets provenant de châteaux et de grandes demeures en France et dans le monde, cette amatrice d'art a accumulé de véritables trésors. Son magasin est une caverne où éléments de décoration, vêtements, tissus d'ameublement authentiques s'entassent au fil des années. Ça, c'est pas mal, oui. Ça peut marcher. Ça, c'est pas mal. Dans ce petit carton, on a fait notre choix. Bon. Et puis je vais tout vous sortir. Puis il y en a d'autres dans la commode. Voilà, je vais vous dire. Ça aussi, c'est Non, trop ça, c'est pas possible. Ça marche. Ça c'est l'ensemble. Faites voir ça, la c'est passe pas mal, montée. ça. Parce que de toute façon... Et ça, Oui, oui. ça oui et ça oui. On sort Voilà. un petit bout. La partie que nous n'avons pas pu récupérer du XVIIIe siècle, bien sûr, nous avons passé commande à toutes les grandes maisons de France. Quelques soyeux et passementiers perpétuent aujourd'hui en France les techniques du XVIIIe siècle. Ces artisans d'exception sont les gardiens d'une mémoire ancestrale. Vous connaissez la date de fabrication de ça? Ça, c'est 18e. Hein. C'est juste pour se donner une idée du mélange, mais là, on n'est pas si loin. Hein. C'est de l'or peint. Oui, C'est de l'or peint. C'est de l'or peint. On va demander peut-être à Nicolas Riz de nous passer de la gouache dessus, vous voyez? Parce que ça va tenir le temps que ça s'oxyde seul. Parce qu'il te dit qu'en 2 ans, c'est oxydé. En 2 ans, ça prend déjà une patine toute dorée, toute... Voilà. Écoutez, on les choisit. Après, on rediscutera, on verra ce que ça donne financièrement. On va vous travailler le faire venir sujet. les franges. C'est ça le point de Milan? C'est ça. Et ça, vous savez le faire? Ouais. Ça, c'est un point extraordinaire. Hein. Bon, allez, go. Allez, on va mettre Ça, on n'a jamais vu. Ah non, on n'a jamais vu ça. Jamais. Aujourd'hui, plus d'une centaine de galons, cordons, glands et embrasses sont en cours de fabrication. Ces ouvrages de fil de toute nature vont revenir orner les pièces, rideaux et lustres des appartements d'apparat de Pierre-Élisabeth de Fontagneux. En son temps, c'est lui qui choisit les meubles, imagine les décors, discute chaque étoffe et chaque fil de tissu utilisé pour la décoration. Fontagneux, on lui doit pratiquement tous les décors. Le décor tel qu'on le connaît, c'est Fontagneux. Et Fontagneux avait un goût très sûr, c'était un homme cultivé, et ça se ressent très fortement à travers ses choix. Fontagneux, qui est accroché à sa fonction, vieillit malgré tout et est obligé de céder sa charge à quelqu'un qui sera très différent de lui, Marc-Antoine Thierry. Et après avoir cédé sous réserve d'usufruit pour pouvoir rester en place, continuer
à jouir de toutes les prérogatives de sa fonction. Il va décéder à peu près 1 an plus tard et c'est à ce moment-là que Thierry de Ville-d'Avray pourra mettre en place cette nouvelle conception du mobilier royal. Fontagneux quitte la place Louis XV le 28 mai 1784 et laisse une empreinte indélébile sur les murs de ses appartements. Avec une âme d'artiste, il a consacré toute son énergie à l'administration et à l'évolution du garde-meuble. Il a parfaitement su transmettre sa passion de l'excellence des arts français et a inspiré nombre de ses contemporains, dont son successeur, Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray. Cet homme, issu d'une famille de serviteurs de la royauté, connaît le roi depuis l'enfance et obtient l'intendance du garde-meuble. Il est marié et s'installe ici avec toute sa famille. S'il vit cette nomination comme une consécration, il s'attire les foudres de l'aristocratie qui le considère comme un parvenu et a mauvaise réputation au sein du peuple qui n'accepte plus les privilèges accordés à certains. Thierry de Ville-d'Avray arrive à une période où les finances royales sont dans un état assez délicat et lui n'est pas envoyé avec la même mission que celle de Pierre-Élisabeth de Fontagneux. Il est envoyé pour assurer une gestion administrative et financière de la maison. Il va d'abord adapter quelques éléments à son goût personnel et puis ensuite il va supprimer les laboratoires de Fontagneux pour y créer ses propres appartements. Il va y créer d'abord un grand cabinet qui est le lieu où il va recevoir ses interlocuteurs. Donc il sépare déjà les espaces d'apparat, de vie, de société, des espaces où il traite les affaires. Et puis ensuite, il a une salle des bains où il rassemble le summum du luxe et du confort de l'époque, avec un lieu de relaxation où on aurait quelques hammams ou saunas. Enfin, c'est vraiment le lieu du bien-être, le lieu du bien-être du corps, des soins du corps. Si l'intimité reste une valeur clé du XVIIIe siècle, les temps changent néanmoins et l'époque n'est plus à l'amour libre. Les femmes du cabinet des glaces sont rhabillées à la demande de Madame de Ville-d'Avray. Le nouvel intendant rédige un projet de règlement afin de faire de grandes économies. L'heure est préoccupante. La guerre d'indépendance des États-Unis à laquelle le roi a apporté son soutien, les hivers rigoureux et les difficultés du peuple engendrent un climat délétère. Ville-d'Avray doit faire preuve d'exemplarité. Il évince donc Risner, supprime les prêts de meubles aux courtisans et organise de grandes ventes. Parmi les méthodes pour faire des économies, il y a même la vente de certains objets des collections royales. On commence à recycler, à organiser des ventes du garde-meuble. Et ça préfigure ce qui va se passer de façon industrielle après la Révolution. C'est comme là aussi un présage, un signe. On commence à vendre et bientôt on vendra tout. Les trésors du garde-meuble sont disséminés dans le monde entier. Aujourd'hui, il faut être partout à la fois pour en retrouver le plus grand nombre. Alors voilà, je t'appelle pour te demander un grand service. Il y a une commode estampillée de Riesner et qui porte la marque des appartements des intendants qui passe en vente chez Christie's à New York. Après bien des démarches, la commode a finalement été acquise par la Fondation Collection Altani, qui en fait don au Centre des Monuments Nationaux. Ce trésor national va revenir entre les murs de l'Hôtel de la Marine. Le financement de la renaissance de ce bâtiment public est inédit et réalisé majoritairement grâce au mécénat et à des investissements privés. Les temps étaient bien différents en 1789. La gestion du mobilier d'étoffe de la couronne est alors catastrophique. Pour faire face aux coupes budgétaires, Thierry de Ville-d'Avray va même jusqu'à brûler des tapisseries, datant parfois de François Ier, dont il tente de récupérer les infimes quantités d'or qu'elles contiennent. L'austérité est partout. Le tiers-état crie famine et ne supporte plus les privilèges des nobles et du clergé. Le peuple réclame l'égalité. Le 13 juillet 1789, la place et le bâtiment sont encore au cœur des événements.
Les Parisiens cherchent des armes et savent que les grandes galeries du garde-meuble en contiennent. Il est pris d'assaut. En quelques heures, tout est dérobé et va servir le lendemain pour la prise de la Bastille. On va tirer avec quoi? Avec les canons du roi de Siam, qui sont des canons, qui sont des cadeaux diplomatiques. Ce sont de petits canons très ornés, voilà, qui n'ont absolument aucune utilité militaire. Et donc, voilà, ce bâtiment est toujours au cœur, il est le cœur palpitant de tout ce qui se passe autour du pouvoir et donc des révolutions. Avec les armes d'apparat du garde-meuble, et sans avoir cherché à dérober aucun autre trésor, la foule avance vers la Bastille pour y chercher la poudre, et surtout pour détruire le symbole de l'arbitraire royal. Toute la Révolution française est en marche. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée à Versailles. Les députés se proclament Assemblée nationale et se réunissent en différents lieux avant de se fixer au Palais Bourbon pour y voter les lois fondamentales de la République. Dès lors, le garde-meuble royal accueille une partie des hommes du ministère de la Marine. Ils vont cohabiter avec Thierry de Ville-d'Avray. Ce dernier, poussé par le climat d'insécurité régnant partout en 1792, cache les joyaux de la couronne dans une des pièces de ses appartements. Il est arrêté quelques jours après par les révolutionnaires et assassiné en prison le 2 septembre 1792. Le 13 septembre, le garde-meuble resté sans surveillance est pillé par une trentaine d'hommes qui profitent des lieux pour faire la fête. 4 jours plus tard, les voleurs s'évaporent et avec eux pas moins de 9000 pierres précieuses, bijoux et pièces d'orfèvrerie. Tous les joyaux de la couronne, dont le grand diamant bleu, le régent ou le Sancy, qui étaient encore portés par le roi et la reine lors des États généraux, disparaissent. C'est le plus grand cambriolage de l'histoire de France. C'est l'architecture qui a servi les voleurs, puisque ce socle sur la place, là où il y a les arcades, est doté de ce qu'on appelle de lignes de refend, c'est-à-dire ces lignes creuses qui viennent créer des ombres pour rythmer la façade, et donc qui ont facilité l'escalade. De là, on arrive directement sur le balcon, et le salon des bijoux se trouve juste sur la partie gauche du balcon, lorsqu'on regarde depuis la place. Rapidement arrêtés et condamnés à mort, certains des voleurs périssent sur le lieu même de leur forfait. En pleine Révolution, une première exécution capitale a lieu sous le balcon du garde-meuble. Tout au long de l'histoire de la guillotine sous la Révolution, la guillotine va être, si j'ose dire, un peu itinérante. Dans un premier temps, elle va être place de Grève, ce qui correspond à l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. Elle va évidemment être assez longtemps sur l'ancienne place Louis XV, qui est au cours de la Révolution débaptisée pour être appelée sobrement la place de la Révolution, qui va accueillir quand même un grand nombre d'exécutions publiques et souvent des exécutions publiques qui ont très fortement marqué l'histoire de la Révolution, que ce soit l'exécution du roi, l'exécution de la reine Marie-Antoinette ou encore par exemple de Robespierre. Le roi Louis XVI est déchu en 1792 et est exécuté devant le garde-meuble le 21 janvier 1793. La reine apparaît aux yeux des révolutionnaires comme un ultime symbole à abattre. Ce fut fait sous les colonnades, le 16 octobre 1793. Le siècle des Lumières s'achève et les portes du garde-meuble se ferment définitivement au public. Les derniers atours royaux sont vendus et ce joyau de l'Ancien Régime est dépossédé de tout ce qui symbolisait la richesse et l'excellence à la française. En 1795, la place de la Révolution est baptisée place de la Concorde. Et à compter de cette date, le ministère de la Marine et des Colonies investit totalement le bâtiment. Ces hommes vont mener des expéditions maritimes de par le monde et donner au garde-meuble le nom sous lequel il est désormais connu, l'Hôtel de la Marine. Ils marquent de leur sceau les grandes galeries et en font des salons d'apparat extrêmement fastueux pour recevoir ambassadeurs ou grands événements nationaux
qui réunissent l'Europe entière. Ils transforment les espaces en bureaux, adaptent les appartements de l'intendant aux besoins du ministre, mais ont toujours à cœur de conserver les décors du XVIIIe siècle. L'équipe redécouvre aujourd'hui une pièce oubliée, dont les décors ont été protégés des aléas de l'histoire. On a même retrouvé encore la dorure ici. Ça va être extraordinaire et en même temps, ça va être extraordinairement difficile de remeubler parce qu'on a la table des muses et le secrétaire à battant là-dedans, avec les deux cheminées qui viennent à angle, avec un cheminement qui va pas pouvoir être autre chose que de là. Donc en fait, on a un peu de place là, c'est tout ce qu'on a. On va adopter la disposition qu'il y avait à l'origine et puis c'est tout. Là, ça va être la pièce Scheller. Ouais. Non, elle va être d'abord d'une préciosité incroyable. Non, parce que là, quand même, quand on va rentrer dans la chambre de Fontagneux, on va voir la commode qu'on vient d'acheter. On va traverser le cabinet des glaces, et là, on sort sur une petite pièce toute tendue de damas cramoisi avec des rideaux 18e, enfin un tissu 18e, la table des muses et le secrétaire à battant. C'est pas mal comme sortie. Ouais, là, je crois qu'on commence à y être. De nombreux décors authentiques ont été retrouvés, mais certains sont incomplets. Il s'agit maintenant de trouver à les remplacer. Et moi, c'est tout à fait ce que j'imagine comme baguette dans le cabinet doré. Oui. Regardez, vous voyez, la qualité. Vous avez vu la ça, c'est vrai qualité. qu'il est assez beau celui-là. Moi, je trouve qu'on est presque collé au décor. Il faut qu'on le compare aussi. Hein? Moi, je pense, vous savez ce qu'il nous faudrait, puisque les corniches sont en bois, et qu'on a des morceaux de corniche, revenir avec un morceau de la corniche et faire une comparaison. L'équipe en charge de la restauration de l'hôtel de la Marine renoue les fils de son existence comme les fonctionnaires de la Marine ont su les tisser pendant des décennies. Ces hommes organisent bientôt une aventure extraordinaire qui va changer le visage de la place. Le voyage de l'obélisque de Luxor, cadeau du vice-roi Mehmet Ali à la France. Le défi est de taille. Transporter et installer ce symbole de 23 mètres de haut et 230 tonnes sur la place de la Concorde à Paris. Pendant 7 ans, l'hôtel de la Marine vit au rythme des aléas de cette expédition. Et le 25 octobre 1836, le roi Louis-Philippe et 200 000 Parisiens sont amassés pour assister à l'érection de ce monolithe, plusieurs fois millénaire. C'est encore dans l'hôtel de la Marine, dans le bureau du ministre qu'est signée, le 27 avril 1848, l'abolition définitive de l'esclavage. Ce texte essentiel pour la dignité humaine sera très vite adopté par de nombreux États et permettra la libération de plus de 250 000 esclaves dans les colonies. Le printemps 1871 aurait pu être le dernier de l'hôtel de la Marine. Les communards, animés par une folie destructrice, brûlent tous les symboles du pouvoir, et ce bâtiment est sur leur liste. Au XXe siècle, ce sont les guerres mondiales qui menacent Paris. L'hôtel est réquisitionné par les Allemands pendant 4 ans. En 1944, la libération de Paris est fêtée sur la place de la Concorde. L'hôtel de la Marine résiste aux soubresauts de l'histoire et palpite au rythme de la France depuis plus de 250 ans. Aujourd'hui, sa restauration touche à sa fin. De nombreux éléments authentiques ont été retrouvés et d'autres sont en cours de fabrication. Et pour les dernières touches de couleur à apporter, les décorateurs savent faire preuve d'une inventivité moderne. Donc d'après ce que j'ai compris, pour qu'on soit dans les clous, il faut que ce soit le tapissier qui commande le tissu, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord. Il faut le passer 3 fois à la machine et le faire sécher dans une... Tu vois, le bousiller complètement, le faire sécher dans un sèche-linge. Oui. Ah, là, sinon, le tapissier, voilà. Et le plus compliqué, après, c'est de le repasser, parce qu'il faut le repasser très chaud pour que ça qu'on ait tu vois, des traces de jaune qui soient presque à la limite brûlées un peu. Bah, il ne faut pas le brûler, tu vois, il faut qu'il garde sa souplesse. Mais il faut qu'on ait un fer chaud pour le roussir par endroits. L'hôtel de la Marine est un bâtiment endormi depuis plus de 2 siècles. Il se réveille aujourd'hui comme au temps du garde-meuble. L'intendant vient tout juste de quitter la soirée. Sa table est encore dressée.
Il a oublié ses dés sur le tapis de jeu, son lit est défait, et l'armoire ouverte révèle sa garde-robe. C'est toute une atmosphère, celle du siècle des Lumières français, qui réinvestit les lieux. L'hôtel de la Marine, c'est un pur produit, je dirais, du siècle des Lumières. C'est quand même ce que de très nombreux amoureux de la France et de la culture française et des Françaises et des Français dans le monde entier ressentent. Si on veut si particulièrement venir en France ou à Paris, c'est parce qu'on a le sentiment qu'on va y trouver quelque chose qu'on ne trouverait pas dans un autre pays au monde. La restauration de l'hôtel de la Marine est unique en son genre, et elle fera date dans l'histoire des monuments nationaux. Ce bâtiment porte encore intact l'héritage des siècles qu'il a traversés. C'est le balcon sur l'histoire de France, au centre de la capitale qui demeure la plus visitée au monde. Sa renaissance aujourd'hui n'est pas celle d'un simple bâtiment, mais de toute une époque. Franchir à nouveau le seuil du garde-meuble, ce sera comme de faire un incroyable voyage dans le temps. Pour redécouvrir le siècle des Lumières, celui qui a fait la grandeur de la France et qui pourrait bien en éclairer l'avenir.